Bonjour, je suis Anne-Cécile Robert, je vais m'exprimer en français, je suis désolée de ne pas parler en coréen. Je vais parler de la gouvernance mondiale du climat en lien avec l'ESG. La gouvernance mondiale du climat, c'est la sécurité humaine, c'est les objectifs du développement durable, c'est les COP, les conventions sur le climat. Le lien avec l'ESG, c'est qu'on retrouve la même question des engagements qu'on prend sur le papier et de la difficulté à les mettre en œuvre. On retrouve les mêmes questions liées aux rapports de force internationaux et aux structures du capitalisme. Dans les textes sur la gouvernance mondiale du climat, on voit que les grands pollueurs, les pays les plus puissants, échappent finalement à leurs responsabilités, même si les textes prévoient qu'il faut tenir compte de l'injustice climatique et de la situation différente des pays en développement. Et c'est là tout le problème de la gouvernance mondiale du climat, c'est qu'elle est extrêmement déséquilibrée. On souligne souvent le poids des grands États, on a raison. Il faut aussi parler des institutions financières internationales. Celles-ci reposent sur le poids des pays les plus riches, contrairement à l'ONU, où les États sont à égalité. Et dans la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, on voit que les États-Unis tiennent une sorte de droit de veto par rapport à des États comme la Chine, comme la Russie, comme le Japon et surtout par rapport aux pays en voie de développement. Les institutions financières internationales, c'est un club de pays riches qui fait très peu de place aux pays les plus pauvres, malgré leurs revendications. Régulièrement, les associations, les pays du Sud demandent un poids plus grand pour eux, mais à chaque fois, on refuse et les États-Unis et les Européens aussi conservent leur poids le plus important. Le problème, c'est que par rapport à la gouvernance mondiale du climat, le poids des institutions financières internationales donne de la force aux logiques marchandes, aux logiques comptables, aux logiques du libéralisme économique par rapport aux autres logiques qui seraient celles de la justice climatique, de la protection de l'environnement et de la justice sociale. C'est pourquoi il est important de rééquilibrer cette gouvernance mondiale du climat en, par exemple, renforçant le rôle de l'ONU. Les institutions financières internationales ont toujours refusé de se soumettre à l'ONU pour rester un club de riches qui ne se soumet pas à la loi du plus grand nombre. Or, des personnalités comme l'ambassadeur Stéphane Hessel ou l'ancien président du Costa Rica ont demandé à renforcer le rôle de l'ONU en créant, par exemple, un Conseil de sécurité humaine, qui serait l'équivalent de l'actuel Conseil de sécurité, mais au niveau des enjeux humains, sociaux, y compris, bien sûr, le climat. Mais pour l'instant, les grandes puissances, notamment les États-Unis et les Européens, ne souhaitent pas une telle réforme. Et notre gouvernance mondiale du climat reste malheureusement une gouvernance déséquilibrée qui fait la part la plus forte, la plus belle, aux intérêts des grandes entreprises, aux intérêts du libre-échange, du capitalisme mondialisé. Un phénomène nouveau est apparu qui accroît les déséquilibres de la gouvernance mondiale du climat, c'est ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme, c'est-à-dire le mélange de la philanthropie et du capitalisme. Les grandes entreprises comme Amazon, comme Microsoft ou comme Tesla sont devenues extrêmement riches et leurs propriétaires possèdent aujourd'hui des milliards. Ces grands chefs d'entreprise préfèrent la charité à la justice. Ils préfèrent la charité, la philanthropie à l'impôt, par exemple. Et on a vu à la COP 26 à Glasgow, ces grands chefs d'entreprise internationaux venir parler climat en jet privé. On a vu 400 jets privés arriver à Glasgow. C'est vous dire le peu de cas qu'on fait
de l'environnement et de la lutte contre la pollution. Et qu'a fait M. Jeff Bezos, le président d'Amazon? Eh bien, il a annoncé un don de 2 milliards de dollars pour verdir le Sahel. C'est ça le philanthrocapitalisme, c'est je viens et je donne, mais je ne veux pas me soumettre à la loi commune. Et on a vu M. Elon Musk, le président de Tesla, affirmer qu'il pouvait donner 5 milliards de dollars au programme alimentaire mondial, à condition que le programme alimentaire mondial lui rende des comptes et justifie sa gestion. C'est ça le philanthrocapitalisme, c'est arriver en jet privé à Glasgow, se donner le rôle du grand donateur, de celui qui aide sans jamais se soumettre à la loi commune. Alors, la fondation Bill et Melinda Gates est devenue, elle aussi, une très grande philanthrope, puisque, par exemple, elle représente 10% du budget de l'Organisation mondiale de la santé. C'est énorme, c'est un poids considérable. Et on peut noter que Jeff Bezos est devenu le premier donateur mondial, le premier philanthrocapitaliste, avec lui-même 10 milliards de dollars. Si M. Musk payait des impôts aux États-Unis, il devrait payer 50 milliards de dollars. C'est vous dire qu'il s'en sort bien. Il est imposé aujourd'hui à 3,27% seulement, alors que la plupart des Américains sont imposés à 19%. Alors l'avenir est-il au philanthrocapitalisme? J'espère que non. C'est pourquoi le forum ESG de Séoul est extrêmement important, parce qu'il va permettre de repenser toutes ces questions en posant les questions de fond et en discutant, de manière à ce que nous arrivions à imaginer ensemble un cadre normatif et une régulation internationale digne de ce nom. Je vous remercie.